Les crypto-monnaies Bitcoin en tête fascinent les investisseurs, mais inquiètent aussi, si bien que certains États lancent leur propre monnaie numérique, mais ces monnaies virtuelles nourrissent fortement la controverse. Et puis, un fait important, vendredi dernier, la société américaine FTX, l'une des plus importantes bourses d'échange de crypto-monnaies logées aux Bahamas, s'est déclarée en faillite. Son fondateur, le jeune milliardaire américain Sam Bankman-Fried, a démissionné, bien évidemment. Dans la tourmente depuis une semaine, FTX entraîne dans sa chute environ 130 sociétés qui travaillent avec elle. On ne sait pas encore si les épargnants qui avaient des comptes chez FTX pourront récupérer leurs avoirs. Les pertes pourraient se chiffrer en milliards de dollars. Les crypto-monnaies sont dans la tourmente et on s'y intéresse. On s'y intéresse avec Steve Kenneth Dakougan. Il est spécialiste des crypto-monnaies. Bonjour, monsieur Dakougan. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes amateur aussi de crypto-monnaies. Je suis cryptophile, comme on dit. D'accord. Et est-ce que, on va dire, la stupeur qui gagne aujourd'hui le marché de la crypto-monnaie vous a gagné? Bon, pas vraiment. D'accord, pas vraiment. Très bien, on va essayer de décortiquer tout ceci. Déjà, c'est quoi une crypto-monnaie? Beaucoup entendent cette terminologie, on va dire, qui est apparue il n'y a pas si longtemps et qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin quand même. Mais c'est quoi une crypto-monnaie? Alors, une crypto-monnaie, c'est, comme vous le disiez tantôt, c'est une monnaie virtuelle qui ne... C'est une monnaie 100% virtuelle dont le jeton n'est pas physique, ni en métal, ni fait de métal, ni fait de papier. Le jeton est juste une ligne de code délivrée par un logiciel et contrôlée par un logiciel, un algorithme. Et selon le type de crypto-monnaie, l'algorithme diffère. Voilà. Et en dehors de ça, il faut dire que une crypto-monnaie n'est contrôlée. Ça dépend. Il y a plusieurs types de crypto-monnaies. Je sais pas si je pense pas qu'on ait le temps de rentrer dans les détails. Mais il y a plusieurs types de crypto-monnaies. Il y en a qui ne sont contrôlées de personnes, comme le Bitcoin, et qui sont contrôlées par l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire de ses utilisateurs, comme le Bitcoin. Il y en a d'autres qui sont contrôlées par l'entreprise qui les émet. Mais elles sont émises dans ce qu'on appelle une blockchain. On reviendra peut-être sur ça si on a le temps. Et parce qu'elles sont émises par une entreprise, ça peut créer des problèmes comme le problème de FTX que vous évoquiez tout à l'heure. Il faut dire que contrairement aux monnaies usuelles qu'on appelle les monnaies fiat ou fiduciaires, les crypto-monnaies ne reposent ni sur l'or, ni sur le baril de pétrole, ni sur rien du tout. Alors, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? C'est-à-dire, si on doit expliquer ça de façon basique pour que des cryptos, je sais pas, des cryptos nuls comme moi comprennent. Alors, l'exemple que j'aime beaucoup donner, c'est l'exemple du protocole de transfert de fichiers peer-to-peer, le torrent. Pour les amateurs de téléchargement de films, de musique, qui ont déjà utilisé BitTorrent ou uTorrent pour télécharger leurs films, ils savent que lorsque vous téléchargez le client torrent sur votre PC et que vous lancez le téléchargement d'un film qui vous intéresse, vous téléchargez les films par paquet, par bloc. Le film vient par paquet et vous allez voir, lorsque vous défilez, vous allez voir que ça vous met les blocs que vous avez déjà téléchargés. En fait, quel est l'intérêt, quelle est la particularité de ce système? C'est que en téléchargeant par bloc, vous permettez à d'autres personnes, même quand le téléchargement est complet sur votre PC, vous permettez à d'autres personnes de commencer déjà à télécharger même les paquets incomplets qui sont sur votre PC. Là, nous sommes dans un système qu'on appelle un système de partage décentralisé. Personne n'a le monopole sur le fichier que vous partagez. Le fichier que vous partagez, il est disponible sur une multitude de PC. Même si 400 PC ont le même fichier et que
399 éteignent, quand il restera un seul allumé, tout le monde peut reprendre le même fichier, dans le même format, dans la même taille, dans les mêmes caractéristiques. C'est ce protocole de partage peer-to-peer qui a été ramené au système de paiement et qu'est les crypto-monnaies. C'est-à-dire, nous avons une communauté décentralisée, nous avons un réseau décentralisé qui permet le partage d'une information qui sert de jetons aujourd'hui, qui sert de monnaie aujourd'hui. Nous partageons des lignes de code que nous reconnaissons nous être des monnaies. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'est pas possible d'arrêter le Bitcoin parce que c'est un réseau décentralisé, comme j'ai dit. On ne peut pas éteindre du jour au lendemain des millions de PC. Même si vous éteignez, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas arrêter les crypto-monnaies parce que vous ne pourrez pas éteindre tous les PC, même quand vous les éteindrez. Quand un seul se rallumera, le système reprendra là où il a commencé. C'est pour ça que c'est comme ça fonctionne. En tout cas, pour ce qui est du partage, mais il faut dire que je n'ai parlé que du partage, je n'ai pas parlé du minage, comment ça se crée. Justement, on parle de minage, qu'est-ce que cela signifie? Alors, le minage, c'est l'émission, c'est-à-dire comment est-ce que la monnaie est créée. Voilà. Le minage, il y a plusieurs types de minage. Il y a le minage proof of work, il y a le minage proof of stake. Le minage proof of work, c'est-à-dire pas la preuve de travail, c'est quand vous allumez votre périphérique, que ce soit un ordinateur ou un téléphone, et que vous lancez et que vous mettez à contribution la puissance de calcul de votre ordinateur ou de votre téléphone pour qu'il puisse résoudre l'algorithme. Parce que l'algorithme du Bitcoin ou d'une autre crypto-monnaie, c'est un exercice qu'il faut résoudre. Et quand vous résolvez cet exercice, la blockchain vous donne un jeton. Il vous dit, ah, votre ordinateur a réussi à résoudre l'équation, vous avez gagné un jeton. C'est comme quand un individu va travailler. Il prend son salaire, il travaille et il prend son salaire. Donc, vous n'allez pas prendre un jeton si vous n'avez pas résolu un calcul dans la blockchain. Donc, le minage du Bitcoin ou d'une autre crypto-monnaie, c'est que vous résolvez des calculs qui permettent de miner tous les jetons possibles de cette crypto-monnaie. Il faut dire que le Bitcoin est limité à 21 millions de jetons possibles. D'accord. Alors, quelles sont les crypto-monnaies aujourd'hui les plus répandues? Le Bitcoin en tête est de très loin. On a une Bitcoin dominance de l'ordre de 46% de mémoire. Et après le Bitcoin, naturellement, vient l'Ethereum, qui n'est pas la deuxième monnaie née dans l'ordre, je crois peut-être la quatrième, mais quand même qui est devenue la deuxième plus grosse monnaie. Je pense qu'un jour, à long terme peut-être, l'Ethereum pourrait passer devant le Bitcoin. L'Ethereum, en dehors de l'Ethereum, nous avons, il y a plein d'autres crypto-monnaies avec leurs particularités. Nous avons le BNB, nous avons l'Atom, nous avons Mana de Decentraland, nous avons Solana qui est lié à FTX aussi, FTT de FTX. Il y en a tellement, tellement, mais chacune d'elles a sa particularité. Très bien. Et quel est le niveau d'implication des pays africains sur le marché de la crypto-monnaie? Intéressant. Sur le marché de la crypto-monnaie, alors, implication, je dirais, il n'y a que 2 pays qui sont vraiment impliqués à l'échelle mondiale sur le marché. Le Nigeria en tête de très loin, qui est d'ailleurs le premier pays en termes de nombre de wallets, c'est-à-dire en termes de portefeuille. Les Nigérians détiennent beaucoup de portefeuilles. Ne veut pas dire qu'ils ont de grands portefeuilles, mais ils ont beaucoup de portefeuilles. Après, le Nigeria, bien évidemment, l'Afrique du Sud. Maintenant, bien entendu, on ne peut pas parler de l'Afrique sans parler de la Centrafrique, qui est le seul pays d'Afrique, le deuxième pays au monde à avoir reconnu le Bitcoin comme une valeur légale. Très bien. Oui, allez-y, Voilà. allez-y. Bon, voilà ce que... Ce sont les seuls 3 pays qu'on pourrait citer. Alors, bien entendu, moi je dirais,
ce serait intéressant qu'on aille beaucoup plus loin, mais on verra ça. Alors, la BCEAO, on le sait, la Banque centrale de l'État de l'Afrique de l'Ouest, a mis en garde la population donc, par rapport à l'usage de cette crypto-monnaie, mais les gens continuent de s'y investir au risque donc évidemment de perdre des sous. Qu'est-ce qui explique pardon, cela? Alors, moi, je pense que la BCEAO est dans son rôle, comme d'ailleurs toutes les banques centrales qui se démènent pour réfréner l'engouement des populations vis-à-vis des crypto-monnaies. Il faut dire que les crypto-monnaies déplacent du flux financier. Donc, on comprend que la BCEAO veuille préserver peut-être l'épargne, que l'épargne reste dans la communauté. Je pense que c'est ce que voudrait faire la BCEAO. Maintenant, pourquoi est-ce que nos populations s'y intéressent de plus en plus? Et je pense qu'il sera quand même difficile de les empêcher rigoureusement. Il faut remarquer que les crypto-monnaies fascinent beaucoup des régions qui sont relativement en crise. C'est vrai qu'on ne va pas dire que l'Afrique de l'Ouest est en crise, mais financièrement, par rapport au reste du monde, ne sommes pas logés à la même enseigne. Vous voyez, si vous prenez un pays en crise, vous allez voir que ce pays aura toujours tendance à aller vers le dollar. Parce que le dollar est une monnaie qui sera toujours plus forte que la sienne, à lui dans son pays. Vous voyez, les pays en crise préfèrent le dollar. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, les gens préfèrent les crypto-monnaies au dollar. C'est la preuve que les crypto-monnaies ont une force, un pouvoir de résolution de crise et d'ouverture de marché beaucoup plus fort que toutes les autres monnaies fiduciaires. Donc, ce sera vraiment difficile pour les États de réfréner l'engouement, mais on comprend très bien les États, et d'ailleurs, chaque fois que je vois quelqu'un qui me parle des crypto-monnaies qu'il a acheté, de comment... Moi-même, je suis vraiment déçu de comment les gens ont pris la chose ici, parce qu'il y a un vrai manque d'éducation en la matière. Et je pense que c'est surtout parce que on veut, peut-être que les États en font trop, ils veulent limiter la parole. Si on ne laisse pas les gens en parler librement, il y aura beaucoup de dérives. Il faudrait qu'on puisse en parler librement et qu'on puisse éduquer les gens. Moi, c'est ce que je pense. Ah, mais évidemment, ça reste une monnaie virtuelle et l'État, dans son rôle régalien, devrait quand même avoir un œil de contrôle sur tout ce qui se passe. Et donc, justement, quand il y a une situation qui semble échapper, je vais dire, au contrôle de l'État et même, je vais dire, des institutions financières, cela devrait pouvoir inquiéter. Parce que on sait que la monnaie est régulée par la Banque centrale. Et donc, si la Banque centrale n'a pas forcément son mot à dire sur une monnaie supposée virtuelle et qui peut faire de vous un milliardaire à 8 heures et je vais dire un pauvre à 19 heures ou à 17 heures, ça devrait pouvoir inquiéter. Oui, bon, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais comme vous le disiez tantôt, les États sont dans leur rôle. La monnaie, c'est un objet de souveraineté. Et si les États veulent limiter l'engouement, c'est surtout parce que si vous utilisez vraiment les crypto-monnaies, vous allez remarquer une chose très simple. Il est facile d'importer les problèmes d'autres pays, comme les États-Unis, chez vous. Un exemple très simple. Dès que le directeur de la Banque centrale de la Fed aux États-Unis fait une conférence pour dire je diminue les taux ou je monte les taux, le Bitcoin, ça va selon ce qu'il dit. Vous voyez que dans ce cas, la BCEAO se retrouverait dans une position inconfortable ou bien tout autre État se retrouverait dans une position inconfortable si il est si facile d'importer des crises et d'ailleurs. Par exemple, on va aux États-Unis, le taux d'employabilité qu'on appelle le CPI
a augmenté. C'est-à-dire, il y a plus de chômeurs. Du coup, le Bitcoin chute. Vous voyez que c'est des crises qu'on importe chez nous. Donc, on peut comprendre cette réticence des États à vouloir importer, à ne pas vouloir importer des crises chez nous. On a encore quelques petites minutes pour clore cet entretien. Est-ce qu'on peut traduire le Bitcoin, monnaie virtuelle, en monnaie fiduciaire? Bien sûr, très facile. Et pourquoi est-ce que, justement, les gens n'évoluent pas en Bitcoin alors? C'est-à-dire qu'ils sont obligés de traduire en monnaie fiduciaire avant de pouvoir exploiter cette ressource. Oui. Ça veut dire que finalement, il n'est pas si autonome que ça, le Bitcoin ou les cryptos. Oui. Elles ne sont pas si autonomes que ça finalement. Oui. Parce qu'elles sont, enfin, pour pouvoir en jouir, il faut traduire cette monnaie-là en monnaie fiduciaire. Oui, c'est une critique qui s'entend et elle est facile à expliquer. C'est parce que cette monnaie n'est pas encore unanimement adoptée. Si par exemple mon salaire ou votre salaire ou les salaires des cryptophiles étaient payés directement en Bitcoin, comme ça se fait ailleurs, et sur certaines plateformes, vous allez voir qu'il y a des gens qui depuis 5 ans n'ont jamais utilisé de monnaie fiduciaire. C'est possible. C'est possible de payer son hébergement en Bitcoin. C'est possible. C'est vrai qu'ici au Bénin, vous ne pouvez pas manger en Bitcoin. Mais ailleurs, c'est possible. Donc, puisque l'adoption n'est pas encore généralisée, forcément, on est obligé à un moment de revenir aux monnaies fiduciaires. Ça ne veut pas dire que les monnaies fiduciaires ont pris le pas sur les cryptos, dans leur aspect intrinsèque. Voilà. Alors, dites-moi en 30 secondes, qu'est-ce qui s'est passé avec FTX? Alors, FTX, comme vous le disiez tantôt, l'entreprise s'est déclarée en faillite. D'après ce qui se dit, le PDG, le CEO, Sam Bankman-Fried, aurait pris les épargnes des utilisateurs de la plateforme, les épargnes qu'ils ont déposées sur sa plateforme, et les aurait confiées à sa société de recherche qui est Alameda Research pour qu'ils puissent faire du trading, pour qu'ils puissent optimiser les gains de l'entreprise. Et ce n'est pas que ça a foiré. On n'a pas encore les preuves que ça a foiré, mais ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est qu'il lui a manqué de liquidité. Tout est parti d'une entreprise qui a publié une recherche disant que FTX n'a pas de la liquidité. Alors, le CEO de Binance, qui est CZ, j'arrive pas à prononcer son nom. Allez-y, ouais. Voilà, CZ a répliqué sur Twitter, a dit c'est vrai que Binance soupçonne FTX d'avoir des problèmes de liquidité, que tout compte fait. D'ailleurs, il faut savoir que Binance, c'est le PDG de Binance qui est CZ, connaît très bien Sam Bankman-Fried. Il a financé pour la création de FTX, qui est le deuxième plus gros exchange derrière Binance, qui était le deuxième plus gros exchange derrière Binance. Et il dit que, lui, il a retiré ses billes de FTX. Lui, il a pris ses sous, il a pris la moitié, il lui reste la moitié, et que lui veut déverser le reste de ce qu'il a sur le marché. Et c'est ça qui a créé la panique. Ce tweet de CZ, tout le monde s'est dit, mais s'il va tout vendre du coup, il avait 500 millions, s'il va tout vendre du coup, le prix va chuter. Le temps qu'on réalise ce qui se passe, tout le monde s'est rué, chacun voulait retirer ses sous de FTX. Le monsieur avait déjà un problème de liquidité, son problème a été accru. Finalement, ils ont dû fermer la baraque. Je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Ce n'est pas qu'une affaire de liquidité, puisqu'il a utilisé l'argent de ceux qui lui ont confié de l'argent et tout. Donc, je pense que le problème va beaucoup plus loin que ça. On espère qu'il pourra rembourser les gens. Une chose est sûre, c'est une monnaie qui reste virtuelle, donc qui ne se repose banalement sur, j'ai envie de dire, rien du tout. Ça se repose sur l'algorithme. Sur les mathématiques. Il y avait tout à l'heure des professeurs qui parlaient de mathématiques. Ça m'a fait rire. Figurez-vous d'ailleurs que le seul président qui a reconnu les crypto-monnaies en Afrique, c'est un professeur de maths. Il est professeur de maths. D'accord. Donc il comprend les algorithmes. Il comprend très bien
l'enjeu, c'est pour ça, je pense que c'est pour ça qu'il a... Mais ça reste assez controversé quand même, les crypto-monnaies, et voilà, au vu de ce que nous avons connu, ce que nous sommes en train de connaître justement comme drame, on va l'appeler ainsi, c'est un drame financier, avec FTX par exemple, et par le passé, il y avait déjà eu d'autres drames, d'autres crashs, voilà, par le passé. Merci beaucoup à vous, mon cher Kenneth, merci d'être d'Apougan, merci d'être passé sur 5 sur 7 matin, nous expliquer un peu de quoi cela retourne les crypto-monnaies et surtout cette faillite donc annoncée de FTX qui a créé la panique générale au sein des cryptophiles. Merci et bon courage. Merci. 5 sur 7.